tout d'abord très touchée et ravie et très honorée d'animer cette table ronde. Je vais vous donner mon nom, Catherine Bendayan. Et juste ma fonction actuelle, et depuis, je fête la même année que l'IAE, c'est-à-dire 70 ans et 50 ans de reportage photographique dans le monde. Alors vous allez dire, mais que fait l'IAE, un reporter photographe dans un monde du management? Alors on va y arriver, je me présente très très rapidement et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure en détail, mais nous allons partir surtout dans la conversation. Et vous allez comprendre qu'au moment des échanges, ma présence s'explique. Alors, la thématique, vous l'avez lu certainement sur le programme, mais je vous la rappelle, complexité et spécificité des organisations à but non lucratif. On change de braquet. Quelles leçons en tirer? La gestion à but non lucratif est-elle différente dans le public ou le privé? Comment se débarrasser de l'ego au bénéfice d'une cause face à des contraintes financières? Et là, quel effet de levier actionner? Mécénat ou sponsoring? Autant de questions qui font appel à la force d'engagement du responsable de l'organisme ou de l'institution. Nos intervenants, je vais vous les présenter, nous exposeront leurs expériences, à chacun des activités très différentes. Vous allez voir qu'on est dans des univers totalement atypiques et en même temps qui restent avec le tronc commun d'une école de management, qui est donc le management lui-même, la gestion des ressources humaines et l'économie. Alors, on met le petit mot économie, n'est-ce pas, monsieur Agide, Sayas, un peu en parenthèse. Alors, quelle solution, quelle recette? Je suis partie de l'idée du mot complexité, puisque c'est le titre qui avait été imposé. Le mot complexité en latin signifie que l'on s'engage dans une traduction essentielle d'être et de faire ensemble. C'est pour ça que nous sommes tous là depuis 14 heures et jusqu'à ce soir. Et pour citer Edgar Morin, dans sa traduction de la pensée complexe, la complexité est un mot problème et non un mot solution. Alors nous allons essayer de contrarier un petit peu Edgar Morin avec toute la magnificence qu'il porte. Nous allons essayer d'y apporter des solutions, voir quels défis on peut relever. Il se trouve que sur cet aspect, l'engagement du manager de ce type d'organisation reste le non-profit et au respect de l'humain, de l'humanité et de l'humanitaire. Et nous en avons beaucoup parlé tout à l'heure en introduction de notre rencontre. Je vous présente nos intervenants. Permettez-moi de commencer par Philippe Agide, qui est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'École nationale d'administration. Il a servi comme administrateur civil à la direction de la fonction publique, puis au cabinet de Jacques Chaban-Delmas, entre 1969 et 1972. Et il a été secrétaire général de la Fondation nationale pour l'enseignement et la gestion, avant d'être nommé dans le groupe Lafarge. Il a rejoint Hugues Gall comme directeur adjoint d'un organisme et d'une institution qui n'est pas la moindre, qui est l'Opéra de Paris, pendant 30 ans. 6 ans. 6 ans, pardon. 30 ans d'expérience, pardon. Il a consigné plusieurs dirigeants d'institutions culturelles françaises. Voilà, M. Agide nous parlera bien sûr beaucoup plus longuement de son expérience et également de ses fonctions. Le docteur Lafont, donc vous voyez que nous passons de la culture, l'opéra, du ciment au médical. Le docteur Lafont est médecin
gastro-entérologue, ancien interne des hôpitaux de Marseille, chef de clinique, chargé de cours à la faculté de Nice, chef de service d'hépato-gastro-entérologie au centre hospitalier d'Aix, président de l'Association nationale des gastro-entérologues des hôpitaux généraux, membre du conseil d'administration de la Société nationale de gastro-entérologie, secrétaire du comité de protection des personnes pour la recherche en biomédicale et expert près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et médiateur médical pendant 10 ans après son départ à la retraite. C'est aussi dans cette fonction-là que nous interviendrons sur la partie du non lucratif. Monsieur Guilleux, alors, il était tout à l'heure dans la précédente table ronde et il est secrétaire général du pôle compétitivité des risques et vulnérabilité des territoires. Ce fut son ancienne fonction. Je crois que vous êtes un ancien de l'IAE, hein, pardon. Et il est aussi, surtout, président de l'IAE. Directeur du développement syndical mixte de l'Arbois, qui sont toutes les technopoles de l'Arbois, d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui donc président de l'IAE. Et depuis quelques mois, c'est ça, CEO de Z-Box. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est donc une start-up, un accélérateur international des start-up, fondé par le groupe CMA-CGM. Et donc, il nous parlera aussi de cet aspect-là. Et nous avons Kaïs El-Moudni. Kaïs El-Moudni est diplômé MBA de l'IAE en management international. Il intervient également en tant qu'enseignant universitaire pour les masters. C'est ça ? Fort d'un parcours de plus de 15 ans dans le secteur du transport et de la logistique, il assume la direction en France et à l'international au sein de différents groupes de transport et de logistique qui lui sont d'une aide tout à fait importante pour le nouveau poste pour lequel il vient d'être nommé. Il est aujourd'hui délégué général de la Banque alimentaire de la région du Sud. Donc, vous voyez que nous sommes dans des fonctions et des investissements humains assez importants. Alors, bien sûr, la banque alimentaire, le médical, l'opéra, Monsieur Bérégie, qui est aussi avec nous dans la partie médicale, puisque Monsieur Bérégie est... Suspense. Pardon. Je me présenterai. Non, il est là. Alors, Monsieur Bérégie, vous avez eu aussi beaucoup de fonctions médicales, d'animation, de création, d'associations, mais votre poste est depuis la faculté de médecine à l'Hôtel-Dieu à Paris, où vous avez fait vos armes. Vous êtes docteur en médecine, docteur en sciences de santé, cardiologie et radiologie. Vous êtes professeur des universités, chef de service et chef de pôle, consultant au CHU de Nîmes, à la faculté de Nîmes, à l'université de Montpellier. Il est chef de service de radiologie en imagerie médicale et également chef du pôle AMI, c'est-à-dire activité médicale guidée par l'imagerie et l'exploration. On a les deux parties, médicale et technologie. Et également consultant dans les industries et les institutions. Mais M. Bérégie est là aussi à son titre de président du CERF, puisque le CERF est le collège des enseignements en radiologie de France. Donc, il va nous expliquer beaucoup plus précisément cette fonction. Alors, je vais me permettre de prendre en tour de table, si ça ne vous ennuie pas, comme Kaïs est juste présent. Si vous voulez bien vous présenter un petit peu plus en détail, et en même temps, on va revenir sur les questions essentielles. Quel effet de levier, actionné, mécénat, sponsoring, on va voir tout ça au cours de la discussion. Mais tout d'abord, je vais les laisser se présenter et on créera une harmonie interculturelle et interdactivité. Merci Catherine. Bonjour à tous. Donc Kaïs El-Moudni,
Effectivement, je suis délégué général de la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône et région Sud depuis septembre 2023. Donc un choix personnel, en fait, après justement avoir effectué l'IMBA au sein de l'IAE, après 15 ans dans des activités de transport et logistique internationale et notamment à l'étranger. Donc ma prise de poste en septembre 2023 n'était pas simple. Je vais vous donner 3 mots pour mon démarrage. C'était déjà l'ego. Donc je suis arrivé dans une structure avec des égos surdimensionnés et malheureusement ce qui freinait énormément la structure. On parle quand même d'une association caritative très importante. Des conflits, donc des conflits quotidiens qui s'expliquaient aussi malheureusement par un manque d'engagement total des salariés par rapport aux bénévoles, donc ce qui est aussi complètement assez incroyable. Et à la fin, un sujet quand même qui était important, c'était l'évaporation, où effectivement on a pu analyser des écarts de stock qui étaient quand même très importants, et c'est là où on a dû approfondir et se poser de vraies questions. Donc sur les spécificités, si vous voulez, de la Banque alimentaire, ça reste une très grande association. Aujourd'hui, nous avons 164 bénévoles au quotidien et 21 salariés, uniquement sur les Bouches-du-Rhône. Une association qui aujourd'hui distribue à peu près 4000 tonnes. Et on a distribué 4000 tonnes en 2024. Pour vous donner un ordre d'idée, les Restos du Cœur, c'est 2600 tonnes. Les banques alimentaires ont toujours été invisibles, mais ça reste le premier acteur dans le don alimentaire en France, et notamment dans les Bouches-du-Rhône. Grosse association, effectivement, à but non lucratif, mais derrière, qui a des vrais enjeux aujourd'hui. Donc pourquoi j'ai choisi en fait ce challenge après MBA? Parce que je devais retourner justement dans mes activités principales, c'était de se dire je voulais avoir un petit peu plus de sens et arriver en fait ma rencontre avec notre président aujourd'hui qui a repris justement la Banque alimentaire 2 mois avant, en se disant comment on peut professionnaliser le modèle notamment des banques alimentaires et comment on va dire être précurseur en sachant qu'il allait se passer beaucoup de choses et on le vit aujourd'hui, mais comment initier déjà cette professionnalisation du modèle. Donc, est arrivé différentes complexités parce qu'une association, 90% de bénévoles, un modèle hybride, et derrière, avec des enjeux aujourd'hui, entre guillemets, d'entreprise. Donc, on est parti sur des projets un petit peu innovants, mais aussi impactants, de se dire l'État, aujourd'hui, au vu de son endettement, diminuera peut-être à un moment aussi l'accompagnement financier. Et donc, pour ça, on a recruté une direction des partenariats mécénat, ce qui effectivement nous aide beaucoup aujourd'hui, parce que quand on voit aujourd'hui la loi de finances en 2025, c'est quand même divisé par 3 au niveau des subventions de l'État. J'ai recruté beaucoup de jeunes engagés avec une expertise transport aussi logistique, parce que finalement les banques alimentaires, c'est un vrai opérateur logistique et transport. Et l'idée, c'était de se dire, pour éviter les égos, essayons un modèle avec des jeunes engagés avec une expertise qui puisse accompagner justement nos vrais bénévoles engagés, majoritairement seniors, pour essayer de créer un modèle qui match. Et aujourd'hui, ça fonctionne très très bien de cette façon-là. Bien sûr, des économies, des réductions de coûts sur des fermetures de sites qui n'avaient pas d'intérêt, mais aussi sur des optimisations diverses et variées. Et surtout, une projection qu'on a pu avoir aussi sur tout ce qui est source de dons alimentaires, parce que la Banque alimentaire, en tant qu'opérateur logistique, on avait cette chance d'avoir des camions, des entrepôts, mais derrière, c'était de se dire comment on arrive à absorber des grosses volumétries, qui était la principale problématique des industriels, qui souhaitaient donner beaucoup de volume, mais aucune association n'avait réellement les moyens logistiques pour tout absorber. Donc on a mis en place en fait ce qu'on appelle, pour la première fois en France, un prospecteur don répartiteur régional qui permet de récupérer, de dire oui à tout industriel, de répartir au niveau de la région et derrière d'avoir aussi ouvert le champ avec d'autres opérateurs tels que les Restos du Cœur et le Secours Populaire, ce qui se faisait malheureusement pas auparavant parce que nous rencontrons aussi malheureusement de la concurrence dans le tissu associatif et ces problèmes aussi tout simplement d'ego. Donc si vous voulez, aujourd'hui, en ayant passé 15 ans de ma vie dans le privé, aujourd'hui dans l'associatif, il y a une chose que je retiens quand même, c'est que le modèle associatif n'est pas si simple. Et pour vraiment transformer le modèle avec des enjeux d'entreprise, pour moi, il faut quand même avoir des bases au sein d'entreprises privées parce qu'il y a double enjeu, c'est
professionnaliser un modèle et que ça marche tout de suite dans cette gestion du changement. Et derrière, ne pas oublier qu'on fonctionne avec 90% de bénévoles. Et derrière, il faut aussi, ça reste un jeu d'équilibriste quotidien parce que sans les bénévoles, on ne serait rien. Et il faut pouvoir continuer à leur faire plaisir, à ce qu'ils viennent tous les jours avec volonté, etc. Donc moi, par rapport à l'IAE, je retiens une chose, c'est qu'effectivement, l'IMBA de l'IAE est quand même très percutant parce qu'il nous permet quand même d'avoir une agilité derrière assez importante, en sachant qu'on peut effectivement travailler dans différents domaines d'activité. Et moi, personnellement, qui ne connaissais rien du modèle associatif, ça m'a permis de m'y plonger et finalement aujourd'hui d'avoir avancé et d'être plein de sens et d'être heureux dans mon quotidien. Et derrière, qu'il y ait des résultats derrière positifs et surtout d'avoir ce gros côté humaniste que je peux vivre aujourd'hui tous les jours. Voilà, pour moi. Merci Caïs. Merci. Effectivement, nous reviendrons sur les aspects des bénévoles et des égos et de la gestion de ressources humaines. À vous de présenter cette nouvelle start-up, ces start-up, cette fonction. Alors, moi, je me suis légèrement présenté tout à l'heure. Je dirige aujourd'hui l'accélérateur d'innovation du groupe CMA-CGM qui s'appelle The Box. Ça fait 1 an et donc du coup, j'ai passé mes 20 dernières années dans le secteur public et parapublic, plutôt du côté des collectivités territoriales pour aider des jeunes entrepreneuses et entrepreneurs pleins de talent à essayer de transformer leurs rêves en entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on peut constater, et notamment ce que je vois aujourd'hui dans ce changement, c'est qu'il y a une forme de continuum d'accompagnement, en tout cas dans mon métier, qui est de dire que le secteur public, il est là pour prendre le risque innovation que le secteur privé n'irait pas prendre. C'est-à-dire que globalement, avoir une porteuse ou un porteur de projet qui décide de créer sa société et de devoir mettre en face de ça un modèle économique, toutes les contraintes qu'il y a dans la création d'entreprise, forcément c'est quelque chose qui demande du temps, qui est risqué, ça peut ne pas marcher, on voit les statistiques d'ailleurs, et après, en fait, on s'aperçoit à quel point le rôle public est important pour accompagner ces gens-là. On a différents dispositifs qui sont aujourd'hui un petit peu en berne avec la baisse des financements publics, mais en même temps, ces financements publics, comme je le disais peut-être tout à l'heure, c'est qu'ils iraient sur des sujets là où le privé n'irait pas. Le privé a une aversion pour le risque, c'est comme les banques, et le public, l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que les entreprises de demain soient celles que qu'on aide aujourd'hui. Et donc, du coup, cet amorçage, c'est un petit peu ce rôle et qui est important. Je pense qu'aujourd'hui, depuis maintenant une bonne... on va dire que les pépinières d'entreprise et les incubateurs datent de la loi Allègre qui ont permis vraiment de lancer cette dynamique de sortir des projets de jeunes chercheurs et de les transformer en entreprises dès des années 90. Et après, petit à petit, on a eu les pôles de compétitivité qui sont apparus dans les années 2005. On a eu la French Tech aussi qui est apparue en 2014 avec Fleur Pellerin qui était la secrétaire d'État à l'époque en charge de ça. Puis c'est effectivement Emmanuel Macron qui a pris la suite. Et on voit qu'il y a plein de dispositifs qui se créent, notamment les accélérateurs dont je fais partie, ont été créés dans le cadre de la vague French Tech. Et donc du coup, quelque part, la France aujourd'hui, elle se constitue de différents dispositifs pour aider l'entrepreneuriat au sens large à émerger et à devenir de plus en plus gros. Et ce qui est intéressant de percevoir dans cette espèce de continuum d'accompagnement, c'est que le public va avoir les outils d'aller jusqu'à un certain moment, mais que le chemin qui est de dire j'ai passé la phase de création, j'ai réussi à me lever mes premiers fonds, ça y est, je fais pas de chiffre d'affaires, mais j'arrive à embaucher parce que du coup j'ai une levée, nanani nanana. L'idée c'est que on arrive dans cette première phase qui est très publique jusqu'à ce qu'on appelle effectivement la vallée de la mort. La vallée de la mort, c'est le moment où on va avoir la possibilité de lever des fonds pour industrialiser ou produire son bien ou son service pour pouvoir générer son chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup
de grands groupes, qui, notamment à travers des dispositifs, alors c'est pas du marketing, de la réalité, mais je choisis la French Tech par exemple, c'est comment ces grands groupes vont acheter des innovations issues de start-up pour les aider à se développer. Et en même temps, ces grands groupes, ils ont des logiques, on le voyait un peu avec Airbus tout à l'heure, d'être compétitifs par rapport à leur concurrence. Et alors dans ces cas-là, ils ont deux façons de voir les choses. Soit ils développent leurs propres produits ou services, soit ils font de l'innovation externe en allant chercher auprès d'innovations faites justement dans des startups ce qui n'aurait pas le temps ou la capacité ou l'agilité de développer en interne. Et c'est ça qui fait un peu fonctionner le monde, on va dire, de ces grands industriels et ces entreprises pleines de potentiel qui demain peuvent devenir effectivement des industriels de demain. Donc tout l'objet, c'est de réussir à réconcilier un peu ces visions entre un public qui, il y a encore quelques années, considérait que le monde du privé, c'était un monde à part. Moi, quand j'ai commencé à diriger le Technopole de l'Arbois, il y a un paquet de temps maintenant, mais les fonctionnaires que j'avais dans mes équipes, je gérais une bonne vingtaine de personnes, c'était de dire, en gros, attention, parce qu'il y a de l'argent public, c'est propre, et l'argent public, on ne sait pas trop, ils veulent faire des profits, ces gens-là, c'est pas génial quand même, c'est moins propre, quoi. Mais ça y est, la transformation, elle commence vraiment à opérer. Je pense même qu'à l'époque, la création des pôles de compétitivité, c'était justement pour décloisonner le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Comment on a fait? On a créé des guichets de financement où si on faisait des projets collaboratifs communs, on arrivait à obtenir des financements et des subventions. Et aujourd'hui, et je pense vraiment la French Tech a beaucoup aidé, on a une espèce de continuum. Alors, c'est pas de chance, on arrive à un moment, c'est la crise. Donc, on a plus trop de sous et ces dispositifs sont très portés par le public. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire des choix. Faire des choix sur ce que l'on fait. Effectivement, la table ronde juste avant, on voyait France 2030, qui est le grand programme de financement de l'excellence en France sur certains sujets. Notamment, on s'aperçoit qu'il y a quand même des contradictions en disant je veux vachement miser sur le nucléaire et en même temps, je veux mettre le paquet. Et alors, le nucléaire en France, notamment ce qu'on appelle les SMR, c'est des nouvelles technologies nucléaires qui nous permettent de ne pas aller chercher l'uranium dans les pays où il y en a et la destruction environnementale que ça représente. Et en même temps, on veut mettre le paquet sur des nouvelles batteries. Et pourtant, les batteries, il faut quand même, alors sauf celles qui vont arriver dans quelques années sur le marché, comme celle au sodium, mais aujourd'hui, les batteries elles sont composées de composants qui s'appellent des terres rares. Et les terres rares, c'est pareil, on va les chercher notamment en Afrique et on détruit tout pour aller chercher. Donc c'est assez antinomique. C'est la raison pour laquelle on s'aperçoit que, comme je disais tout à l'heure, la part du scientifique, elle est importante. Mais quoi qu'il en soit, réussir à concilier ce monde de la start-up et ce monde de l'industriel, qui a tendance à pas penser qu'une start-up peut l'aider à se développer. Et en même temps, c'est peut-être grâce à ça qu'il va gagner les points de croissance du monde. Donc voilà, c'était un peu ce témoignage-là qu'on venait de faire dans cette table ronde. Et je compléterai peut-être tout à l'heure les propos. Oui, merci Frédéric. Nous reviendrons certainement sur la partie justement du public et du privé et l'objectif qui est donc du non lucratif. Comment fait-on pour gérer les hommes aussi dans le non lucratif? Docteur Lafont? Oui, je ne vais pas m'étendre sur beaucoup de sujets, c'est trop vaste. Je vais me concentrer sur la médiation. Parce que la médiation, d'abord, c'est un emploi entièrement gratuit et bénévole. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai fini mon activité de soignant. Les médecins hospitaliers, c'est une façon pour eux de rester dans l'hôpital. Et il est souhaitable qu'ils se lancent dans ce genre d'activité. Parce qu'ils connaissent quand même dans l'établissement les confrères. Et donc, ils sont... Mais la médiation a beaucoup évolué depuis, ça fait 20 ans maintenant que j'ai pris ma retraite. J'ai fait de la médiation jusqu'à il y a 8 ans. Ça a encore évolué, mais ça a un peu moins qu'au début. Alors, la médiation, elle est apparue dans les hôpitaux officiellement avec les lois de 2002 qu'on appelle les lois Kouchner, qui sont des lois énormes. Ce sont les lois des droits des malades, de la personne de confiance. Et alors, ces lois, elles avaient créé une commission qui s'appelait la CRUC, Commission de recours des usagers et de la qualité. Bon, cette CRUC, elle a évolué, je vous en dirai un mot dans un instant. Et alors, à l'époque, quand les médiateurs ont commencé leurs activités dans les hôpitaux, d'abord, il y a un distinguo entre le médiateur médical, qui s'occupe des problèmes médicaux, et le médiateur non médical, qui est en général un cadre ou une surveillante,
Et le médiateur non médical, contrairement à ce qu'on peut penser, il a beaucoup plus de travail que le médiateur médical. J'ai repris une statistique de mes dernières années d'activité. Il y avait bien 5 ou 6 fois plus de dossiers non médicaux qu'en médical. Mais non, c'est pas très grave en général, des problèmes de saleté de locaux, ou de l'éclairage qui ne marche pas, ou de voisins désagréables. Bon, mais ils écrivent les gens pour ça, mais ça n'est pas le problème. La médiation médicale, donc, elle s'est mise en place et elle a beaucoup changé. Parce que au début, j'ai succédé à mon prédécesseur, j'étais son suppléant pendant quelques temps. Les gens, on savait qu'il y avait le médiateur, on proposait, lorsqu'il y avait un doute sur un problème, en général de gestion d'un dossier, on proposait le médiateur, mais de façon assez informelle. C'était l'administration disait, vous avez un médiateur, vous pouvez le consulter. Alors, le médiateur était avec un administratif qui était à l'hôpital où j'exerçais. C'était un avocat qui s'était retiré du barreau et qui donnait des conseils. Et puis, il y avait une secrétaire médicale. Et donc, les réceptions des impétrants se faisaient en petits comités, non formels, si vous voulez. Mais on arrivait de temps en temps à aboutir sur des résultats très probants. Par exemple, les gens, ils voulaient savoir s'ils devaient poursuivre devant la justice tel médecin ou hôpital. Ils voulaient savoir si l'hôpital pouvait les dédommager sans qu'on ait besoin de... Et puis souvent, ils estimaient avoir subi un préjudice qui n'existait pas. Mais souvent aussi, il y a des gens qui avaient subi un préjudice dont ils ne s'apercevaient pas. Et ça, ce n'était pas le rôle du médiateur de leur dire. Voilà. Donc on avait toutes ces réunions, au fond, qui se passaient très simplement. Et puis les choses se sont un peu compliquées. Il y a des tas de textes qui sont sortis. Je vous fais grâce de ces textes, mais je vous lis une phrase. Il y a quelques années après, le rôle du médiateur a été défini. C'est un texte, je crois, tiré du fonctionnement de la médiation à l'assistance publique à Paris. Mais c'est le texte qui vient du ministère. Le rôle du médiateur, c'est de répondre de façon neutre et indépendante aux questions de l'usager. Ça va encore. De expliquer les éléments de sa prise en charge et de conseiller, le cas échéant, sur la suite à donner à sa réclamation. C'est très bien, mais c'est pas avec ça qu'on peut être... En fait, la médiation, ce n'est pas de la conciliation, ce n'est pas de la transaction, ce n'est pas de l'arbitrage. Donc c'est un conseil. Ensuite, les choses ont évolué parce que les lois, je crois que c'est une dizaine d'années après, la commission, la CRUC, elle a disparu. Elle n'a pas disparu, elle est devenue la CDU, Commission des usagers. Alors là, le pouvoir qui était dans la commission précédente, la CRUC, c'était le directeur général de l'hôpital qui avait le pouvoir. Bon. Après, c'est un représentant des usagers. Alors le représentant des usagers, les usagers, vous les connaissez, c'est les associations de diabétiques, d'hémodialysés, de toutes les pathologies. Bon, alors ces personnes, ils ont dans l'hôpital maintenant, ils ont une maison, ils ont un bureau, ils sont chargés. D'ailleurs, la nouvelle commission, depuis qu'on l'a modifiée, ils en font partie. C'est le président même de la commission de la CRUC qui a disparu, c'est le représentant des usagers. Il y en a même 2 ou 3. Et puis alors, dans cette commission qui a été élargie et rendue plus importante, donc, il y a un médecin qui s'occupe de la qualité, il y a le médecin chef de service des urgences. Ça, c'est une bonne idée parce que c'est là où il y a le plus de problèmes médicaux qui vont donner lieu à contestation. Enfin, je vous fais grâce, il y a une liste très importante de gens dans les commissions des usagers. Ça a un gros inconvénient, ça. C'est que, d'abord, le secret médical ne peut plus être... Il s'engage à être soumis au secret, à le respecter, mais c'est très désagréable. Moi, les dernières fois où j'ai siégé, nous avions anonymisé les dossiers et c'était en principe, on n'aurait pas dû. Et c'était simplement dans la commission. Et pour les cas qu'on voyait, on était en bureau, on était beaucoup moins nombreux, 4 ou 5, et on essayait de garder un côté humain avec les gens. Ça a apporté sur cet angle-là pas mal. Je voudrais terminer en disant un tout petit mot des commissions de conciliation et d'indemnisation. Ça a été un plus, ça, parce que il y avait les gens qui étaient victimes, par exemple, d'un accident thérapeutique,
par exemple, involontaires, les accidents iatrogènes, n'avaient pas d'indemnisation avant. Et maintenant, cette commission de consultation, CCI, on l'appelle, elle peut, à condition que le préjudice soit quand même suffisamment important, elle peut faire indemniser les patients. Ça, c'est alors, ça fait pas double emploi avec l'hôpital, c'est plus souple et c'est humain. Ça, c'est un point important. Voilà, je répondrai à vos questions s'il y en a d'autres. L'évolution se fait donc vers les usagers, ça c'est indéniable. Et c'est de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de monde dans les commissions et les réunions durent de plus en plus longtemps. Ça, c'est clôturé comme ça. Merci, docteur. On reviendra aussi sur la partie des budgets qui sont réservés. Comment ces indemnisations sont levées? Comment c'est l'indemnisation pour l'hôpital, il a une assurance. Et lorsqu'il y a un recours amiable qui se fait par le médiateur, ou même directement, souvent, au début, la direction de l'hôpital les prenait directement sans les montrer au médiateur. Maintenant, ça passe par le médiateur, mais l'assurance va avoir désigné un expert qui décidera s'il y a vraiment besoin s'il est juste d'indemniser. Le médiateur, là-dedans, il est complètement hors course. Par contre, le médiateur, il peut conseiller à quelqu'un qui n'a pas été pris en compte par l'hôpital, il dit, écoutez, adressez-vous à la justice et vous pouvez attaquer. Alors, vous savez que les hôpitaux publics, c'est le tribunal administratif, et quand c'est un médecin nommément, ce qui est vraiment pas fréquent, mais ça arrive, c'est les tribunaux civils. Merci, docteur. Monsieur Agi. Je vais vous dire un mot d'une période de ma vie qui était celle de mon service militaire. J'ai fait mon service militaire à la fin de la guerre d'Algérie, juste avant la fin de la guerre d'Algérie, et j'ai fait un service de 18 mois, en partie comme soldat de seconde classe, et je l'ai terminé comme sous-lieutenant. Et ce que j'ai observé, c'est que lorsque j'étais seconde classe, nous regardions tous avec beaucoup d'attention les officiers et les sous-officiers qui nous commandaient. Et nous avions une vision très claire, très précise, et probablement très juste, des qualités et des insuffisances de chacun d'entre eux. Et lorsque, après être passé par Saumur, je suis devenu sous-lieutenant moi-même, j'ai eu en mémoire le fait que lorsque j'étais seconde classe, j'observais avec attention les officiers et les sous-officiers qui me commandaient, et je pensais, et je ne me trompais pas, qu'il en serait de même pour ceux des soldats que j'avais dans mes pelotons. De la même façon, et je fais appel à la mémoire de chacune et de chacun d'entre vous, vous vous souvenez certainement que lorsque vous étiez écolier, vous aviez une idée très précise des qualités et des défauts des professeurs qui étaient les vôtres. Vous ne vous trompiez pas. Alors, j'en viens maintenant à la question qui m'a été posée pour cette table ronde. Ce que j'ai pu apprendre, en particulier dans l'entreprise privée, qui était Lafarge, à l'époque où Lafarge était français, et ce que j'en ai retiré comme enseignement pour la suite de ma vie professionnelle, qui s'est faite en effet dans des institutions culturelles. La première chose que j'ai apprise chez Lafarge, c'était que dans une entreprise industrielle, c'était vraiment la vision qu'avait M. Le Cerf et M. Collomb, qui ont été les deux présidents que j'ai connus. Toutes les fonctions dans une entreprise sont aussi importantes les unes que les autres. Aucune n'est moins importante que l'autre, aucune n'est plus importante que l'autre. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, c'est qu'effectivement, ceux des salariés qui étaient dans les différentes fonctions, ceux qui étaient en stratégie ou en finance, n'étaient pas moins considérés que ceux qui s'occupaient des assurances ou bien de la sécurité intérieure. Alors, je crois que ça, c'est pour ceux d'entre vous qui avaient été, c'est ton cas, Patrick, dirigeants, ou ceux d'entre vous plus jeunes qui le seraient un jour, il est très important, si vous voulez, que dans l'organisation où vous exercerez des responsabilités, les gens qui rapporteront à vous aient le sentiment
qu'il n'y en a pas certains qui sont plus importants que d'autres et d'autres qui sont moins importants que les autres. Ça, c'est un premier enseignement. Un second enseignement que j'ai tiré de Lafarge, si vous voulez, qui m'a complètement surpris, lorsque je suis arrivé et que j'ai pris mes premières responsabilités de direction, j'ai su 5 ans après, mais 5 ans après seulement, que 2 directeurs généraux adjoints avaient, dans leurs objectifs personnels, aidé Philippe Agide à prendre ses fonctions. Ça, c'est une façon, si vous voulez, de procéder, c'est une forme de management que je n'ai jamais vue dans le secteur public. Je n'ai jamais vu, ni au ministère des Finances, ni au ministère de la Fonction publique, ni au ministère de l'Éducation nationale, quelqu'un recevoir comme consigne, aider X ou Y à prendre ses fonctions et ses responsabilités. Le troisième enseignement que j'ai retiré, mais ça rejoint ce que je vous disais à propos de l'école primaire ou du service militaire, c'est qu'au fond, les dirigeants que vous êtes, ou que vous serez, ou que vous avez été, sont contagieux. Les dirigeants sont contagieux pour le meilleur, lorsqu'ils sont bons, pour le pire, lorsqu'ils ne sont pas bons. Et je suis entouré de 2 médecins qui ne me démentiront pas lorsque je dis qu'un service, un bon service, c'est un service qui a un bon chef de service à sa tête, et un mauvais service, c'est un service qui a eu, en tout cas, un ou plusieurs mauvais dirigeants en dessous. Voilà. Donc je crois que, moi je l'ai observé, j'ai observé dans plusieurs pays parisiens, d'excellents services qui avaient effectivement d'excellents chefs de service à leur tête. Je crois, si vous voulez, qu'il y avait une règle explicite qui était donnée chez Lafarge, que j'ai mise à profit, et pas moi seulement, qui était un mot d'ordre, qui était connaître et comprendre. C'est-à-dire que quand on a des responsabilités, si on ne comprend pas correctement le type de questions que l'on a à résoudre, on sera à côté de la plaque, on fera mal. Mais pour connaître, pour comprendre, il faut connaître. Et connaître, ça suppose un effort. Et j'en parlais avec Maurice Sayas ce matin, ce qui est l'intermédiaire entre connaître et comprendre, c'est écouter. Et lorsque on écoute ceux à qui on a affaire, il y a en général 2 effets positifs qui se cumulent. Le premier effet, si vous voulez, c'est qu'on apprend. Vous posez des questions, c'est interactif, mais on apprend. Et le deuxième effet positif, c'est que les gens, ceux que l'on écoute, se sentent à juste titre respectés. Et avoir dans son équipe des gens qui vous respectent, c'est quelque chose de très important. Le respect, ça ne se décrète pas. On l'obtient, on l'a ou on l'a pas. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire des enseignements que j'ai tirés de Lafarge, lorsque Lafarge était un groupe français assez extraordinaire. Malheureusement, il ne l'est plus. Et je ne gloserai pas sur les enseignements que j'ai pu en tirer à l'Opéra de Paris ou à la Réunion des musées nationaux ou à l'Opéra du Rhin. Voilà. Vous nous en direz quand même un petit mot sur l'Opéra de Paris. Mais écoutez, je vais être très court et je vais être très cash. Le point commun entre le service militaire, l'école, Lafarge à l'époque, ou l'Opéra de Paris ou la Réunion des musées nationaux, c'est que dans tous les cas de figure, il y a des hommes et des femmes, et qu'on a affaire à des hommes et à des femmes. Alors évidemment, les systèmes peuvent être différents, les logiques peuvent être différents, mais fondamentalement, on a affaire à des hommes et à des femmes, et ou bien on se comporte le plus convenablement possible avec ceux avec lesquels on travaille, et il y a un certain nombre de conséquences qui en résultent, ou bien ce n'est pas le cas, et il y a d'autres conséquences qui en résultent. C'est pas la peine d'aller plus loin. Je suis entouré de 2 médecins, ils pourront parler des services hospitaliers infiniment plus professionnellement que je ne puis le faire. Voilà. Merci, Monsieur Agile. Monsieur Bérégie. Oui, alors, moi je reviens au titre, parce que quand on avait préparé cette table ronde, là vous m'avez appelé, puis j'ai regardé, en fait c'était le seul qui me faisait pas envie, quoi.
Parce que partout, c'était l'industrie du futur, ça faisait vraiment chouette, quoi. Hein. Je veux dire, les IA, le truc, et nous, c'est complexité spécifique. Enfin, je dis, qui est-ce qui a choisi ce titre hein, donc j'ai demandé de le changer, visiblement, on n'a pas pu le changer, etc. Donc bon, comme je suis bon élève, j'ai travaillé à partir du titre, mais donc je vous raconterai les choses. Mais comme mes prédécesseurs, ils ont raconté un peu leur vie, donc je vais vous raconter un petit peu ma vie. Je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. J'ai été pris dans une bonne prépa maths sup maths spé, voilà, médecine, parce que soi-disant, il paraît qu'on a la passion, le truc. Ah bon, bref, je ne savais pas trop, moi. Donc j'ai pris finalement médecine, et puis on m'a dit oh, tu verras, tu réussiras pas, c'est 2 ans, enfin bref, donc j'ai passé facilement, puis j'ai quand même fait l'école normale sup, etc. Bref, j'arrive et je fais de la cardio au départ, et puis finalement de la radiologie interventionnelle. C'était le début, c'était il y a plus de 30 ans, et je m'y plais beaucoup, et donc ça fait 40 ans que je suis dans le public. Mais, et donc j'ai fait 22 ans à Lille, j'ai fait 15 ans ici au CHU de Nîmes, et en effet je m'occupe toujours de plusieurs services, à Alès, à Arles, Mende, en Lozère, etc. Et par mes fonctions, etc., je connais tous les services de France, tous les PUPH, etc. Je vous raconterai ça après, etc. Mais globalement, ce que je me suis dit, c'est, on va dire, oui, si tu peux avancer dans les études, bah, vas-y jusqu'au bout. Donc j'ai avancé, et puis voilà, on devient professeur, puisque tout en haut c'est professeur, il fallait passer l'HDR, professeur, etc. Je me dis, enfin, je vais être mon propre patron, parce qu'à l'époque, c'était les mandarins, quoi. Et sauf que le monde a changé, c'était d'un management directif, c'est devenu un management participatif. Pour décider si on allait déplacer la machine à café, il fallait 15 personnes. Enfin bon, bref, le monde a vraiment changé, en effet, dans les hôpitaux, mais globalement pour le bien, voilà, pour le bien, parce que le management directif n'était pas forcément très bon. Alors en fait, je vous explique un peu ça parce que voilà, nous avons une organisation quand même très particulière où le management public n'a pas beaucoup bougé, voilà, sauf qu'on nous a rajouté les directeurs et que M. Sarkozy a décidé qu'à l'hôpital, c'était un directeur qui devait diriger les médecins. Donc, bon, moi j'avais voté Sarkozy, bon, tout le monde peut se tromper, hein, je ne comprends pas. Et donc, voilà, donc nous devons composer également avec des directeurs, leur expliquer les choses, discuter les choix. Et ma carrière associative, elle a commencé très tôt, c'est-à-dire que déjà, dès étudiant en médecine, j'ai monté la première association pour faire les polycopiers, et puis ainsi de suite. À l'armée, j'ai monté une association, etc. Enfin bref, je devais être très associatif. Et donc, on arrive au but de mon invitation ici, c'est le collège des enseignants de radiologie de France. Alors moi, bon, je pensais être professeur. Quand vous êtes professeur, vous émargez à ce collège, mais je pensais jamais en être professeur et président de ce collège qui est assez prestigieux, qui a plus d'une 50aine d'années. Et je me suis dit, bah, je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas carriériste, etc. Enfin bon, il n'y a aucune raison pour que j'ai ça. Et on m'a dit justement, mais on te choisit pour ça, justement, on te choisit parce que tu es intègre, etc. J'ai dit, ah bon, d'accord. Et donc nous sommes élus. Nous, on est élus à voilà, pour des mandats de 6 ans, où on est 3 ans vice-président et 3 ans président. Alors je vous raconte très rapidement, le seul objectif, c'est de s'occuper de l'enseignement initial des étudiants en médecine qui choisissent la radiologie. C'est 5 ans ou 6 ans, etc. Mais il y en a quand même 1200. D'accord, sur le territoire français. Il y a à peu près 200 professeurs et MCU, et quand je dis que ces 200 professeurs et MCU, ils sont tous des égaux surdimensionnés. Vous connaissez les professeurs, donc moi je suis professeur, je peux en parler, c'est quand même... Nous sommes une race à part, en fait. Voilà, on est 4000 et quelques, 4800 en France dans toutes les spécialités de médecine, et il y en a 200 sur nos spécialités. Donc voilà, c'est aussi une école, c'est aussi une bonne expérience de manager tout ça. C'est gentil, merci. Et donc voilà, parce que ce que je vous cache, c'est que en plus on devient président du CNU, du Conseil national des universités, qui donne les profs et qui donne les primes, etc. Donc ça c'est bien parce que ça donne une petite carotte pour manager le collège. Et donc bon, bref, j'arrive dans cette association et c'est en pleine révolution avec l'arrivée de l'IA il y a 6 ans, etc. Qui dit qu'on va nous remplacer, etc. Donc nous on regarde un petit peu, on dit ah mais vous êtes contre? Je dis bah non, on veut savoir de quoi ça. Oui, les radiologues c'est toujours pareil, vous coûtez cher, enfin bref, vous voyez le truc. Et bon, bon an, mal an,
Nous avons quand même réussi à coordonner ces 200, j'ai quand même réussi à coordonner ces 200 profs pour que tout le programme soit en ligne. Maintenant, on a un site internet, mais qui coûte assez cher, pour au moins toutes les connaissances de base soient disponibles. Bon, ça fait quand même 72 modules, voilà, donc ça fait énormément de choses. C'est-à-dire que le pauvre étudiant en médecine qui finit ses 6 premières années, il dit ça y est, j'ai passé mon internat, ça ne fait plus l'internat, mais l'internat, c'est bon, je suis cool maintenant, et paf, on lui colle des trucs à apprendre, des examens au bout de la 7e année, des trucs, etc. Bon, j'ai dû militer dans le bureau, on était 21 pour dire c'est bon, au bout de 11 ans d'années, c'est fini les QCM, etc. On arrête, quoi. Je veux dire, je pense que son investissement dans la spécialité, ça devrait être. On m'a dit comment ça, on ne contrôle pas. Non, on ne va pas contrôler, etc. Et donc, voilà, donc le but a été de fédérer ça, d'avoir des listings sur l'ensemble des promotions, 270 étudiants à peu près par promotion. Évidemment, le ministère ne vous donne jamais rien, hein, donc vous devez glaner auprès de toutes les universités la liste des étudiants, etc., parce qu'au cas où ça serait top secret. Donc, voilà, nous avons cet enseignement initial qui a été unifié et dont chaque professeur peut se servir et faire des ateliers sur site, que vous soyez à Limoges, que vous soyez à Paris, etc. Vous avez la même base commune, etc. Et nous sommes la seule spécialité, nous avons été en tout cas les premiers à proposer ça. À tel point que, du coup, ça a attiré les médecins étrangers. Et donc, je me suis retrouvé avec des problématiques en disant, mais bon, il faut aider l'Afrique, mais il y a des professeurs aussi en Afrique, etc. Enfin, bon, ça a été kafkaïen. Mais nous avons quand même signé des partenariats. Là où il y avait personne, c'est toujours plus simple. Donc, on donne toute la base avec Madagascar. Sur les 5 ans, nous les formons. Donc, il y a à peu près une 60aine de médecins à Madagascar. On a signé avec Maurice, on signe avec Haïti, on a signé, etc. Donc, la base francophone est là, et finalement je me retrouve en compétition avec la Chine ou avec les États-Unis, parce que finalement même l'Amérique du Sud, elle préfère travailler avec la France, donc on a dû traduire tout en espagnol, etc. Et donc du coup ça a été, voilà, on m'a regardé au Congrès européen ou au Congrès américain un peu, voilà, en disant au début, bah, attention, il n'y arrivera pas, et puis après de manière très très jalouse. Et donc quand vous faites des choses, bah, finalement vous créez des jalousies alors que vous le faites pour le bien communautaire. Évidemment, nous n'étions pas payés pour ça. Alors je reprends un petit peu mes notes. Donc moi, j'étais vachement content de tout ça. Et finalement, toute cette base d'enseignement qui était renouvelée, je me suis dit, on va la faire aussi en formation continue. Qu'est-ce que je n'avais pas fait là aussi, parce que la formation continue, c'est payé, avec ce qui s'appelle maintenant le développement professionnel continu ou la certification périodique. Et là aussi, c'est d'au-dessous, les syndicats, les machins, etc. Donc là, surtout, nous ne sommes pas allés. On m'a bien fait comprendre qu'il fallait revenir avec mes petits étudiants. Mais n'empêche que j'ai pu associer à peu près 200 à 300 médecins étrangers qui sont sur le territoire français au programme ce qu'on appelle les DES en France. Et donc il y a 1500 à 1600 étudiants aujourd'hui qui suivent notre enseignement qui est unifié avec ce qu'on appelle les responsables des terrains de stage, les RTS, qui sont un petit peu partout. Et ça peut couvrir pas que des CHU, ça couvre des CH, voire des privés. Donc ça, c'était bien. Et puis c'est posé la question, quand est arrivé l'IA, je me suis rendu compte que déjà moi, je n'étais pas formé, donc j'ai dû me former un peu sur le tas. Et donc nous avons monté, j'ai monté ce que j'ai appelé moi la formation des formateurs. D'accord, la formation des formateurs, parce que les professeurs, on est les meilleurs, mais voilà, une fois qu'on a été nommé, il faut aussi se former. Et c'est là où je suis venu voir l'IAE. Excusez-moi, je suis un peu long, je suis professeur, donc c'est toujours très long. Je suis venu ici et j'aurais dit, écoutez, c'est bien beau, mais nous, maintenant, on manage. Moi, personnellement, j'ai 300 personnes entre les différents hôpitaux. Il y a 1000 personnes qui viennent tous les jours chez moi. Donc, vous imaginez l'organisation que c'est. Entre les 6 scanners qui sont à Nîmes, les 4 IRM, les 5 salles interventionnelles, etc. Il ne faut pas que ça se trompe, etc. Bref, il y a le management de soi, il y a le management des équipes, le management du projet, etc. Et donc, nous avons monté un programme pour les profs, avec l'IAE pour qu'il y ait cet accompagnement. Voilà. Et également, il y a eu des programmes sur l'intelligence artificielle générative, comment nous l'intégrons dans nos pratiques, etc. pour ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les choses. Donc, du coup, ça s'est bien développé. Beaucoup d'étudiants, l'ouverture sur l'humanitaire, ça a plaisé pas mal, l'ouverture sur la formation des formateurs, et s'est posé la question de la professionnalisation et donc du financement, parce que qui dit personne à embaucher, parce qu'au départ il n'y avait que du bénévolat, voilà, il a fallu trouver des gens. Donc j'ai
J'ai déposé un projet à l'Union européenne, j'ai eu 400 000 euros. Donc ça a permis de démarrer un petit peu les choses et d'embaucher une personne, puis 2 personnes, voilà, qui s'occupent de nous et qui payent aussi l'informatique. L'informatique, finalement, c'est très cher. Ils payent les locaux, etc. Et donc, voilà, maintenant, on a des mécènes aussi, des laboratoires qui nous aident un peu, voilà. Et donc, voilà, ça vivote tant bien que mal. C'est pas du tout reconnu par le gouvernement, etc., qui donne de temps en temps de l'argent pour la qualité sur d'autres associations ou autres. Mais voilà, c'est une très belle expérience. Et moi, ce que j'en retire, c'est, malgré les difficultés, pour moi, c'est super. D'accord, parce qu'il y a marqué complexité, etc. C'est super, ça donne du sens, vraiment, c'est bien. Et j'ai beaucoup travaillé également sur le bien-être des étudiants, parce que vous savez que dans nos facs, ils vont pas bien. Donc, on a mis en place plein de programmes. Alors, bon, je vais vous dire quelque chose qui m'attriste beaucoup, c'est j'ai eu un suicide interne dans mon service. D'accord, il y a 2 ans et demi, etc. Et quand ça vous arrive, je peux vous dire, ça vous transforme complètement, parce que c'est quelqu'un que je vois à côté de moi le vendredi, le samedi matin, j'étais le garde et qui n'est plus là. Et pourtant, vous faites tout ce que vous pouvez pour le national, pour chez vous, etc. Et que même chez vous, ça vous arrive. Ben, voilà, il y a des trucs que voilà. On peut pas, même en voulant bien faire, on ne fait pas toujours bien et on peut pas sauver tout le monde, mais bon, voilà. Après, c'est l'intention qui compte et j'espère que, voilà, donc j'ai créé un prix après Jeune Talent en radiologie, etc. Et elle a eu le prix titre posthume, j'ai invité sa maman, mon frère, etc. Enfin voilà, elle va rester quand même là-dessus, mais voilà, c'est compliqué d'un échec, je tente d'en faire aussi un avantage. Merci, Dr Bérégy. Toutes ces interventions étaient passionnantes. Je vais me permettre de quand même aller un petit peu plus avant sur ma présentation, puisque je vous ai dit rapidement que je suis reporter photographe monde, ce qui veut dire que j'ai travaillé pendant 50 ans à travailler ce qu'on appelle l'ethnologie, c'est-à-dire rencontrer les peuples et les sociétés traditionnelles dans le monde. Donc vous voyez qu'on est là tous un peu, mais en même temps très liés, et vous allez voir pourquoi. Cette photographie, je l'ai commencée, j'avais à peine 8 ans, et dans cet intermédiaire, j'ai travaillé pour des agences à Paris, comme RAFO, enfin des grandes agences de photos, où j'étais spécialisée vraiment en géographie humaine, c'est-à-dire l'ethnologie, purement ethnologie. Et il s'est trouvé par hasard que je me suis trouvée dans l'informatique, qui n'avait rien à voir avec Meleka et Medicon, et j'ai dirigé pendant 15 ans et créé, parmi les premières startups de l'époque, je vous parle de ça en 1980, j'avais à peine 23 ans, et j'ai créé un centre de formation en micro-informatique qui s'est fait d'abord à Paris, et puis différentes agences, dont une à Aix-en-Provence, à Sophia Antipolis, et après une école d'informatique. Donc ça a été ma partie de manager, et il s'est trouvé que, la menant en même temps que mon travail de photographe, je suis arrivée à Aix pour créer l'école d'informatique et en même temps je me suis dit mais tiens c'est vrai j'ai pas de diplôme, ce sera intéressant de voir ce que je peux faire à Aix-en-Provence. Et là je crois que Monsieur Tabatoni, Monsieur Saïs là, c'est vraiment l'identité de l'IAE qui donne cette chance à quelqu'un qui n'a absolument aucun diplôme et qui a envie de partir dans le management. Il s'est trouvé que moi, j'y suis rentrée en autodidacte, peut-être avec cette fibre de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les start-upers, je ne sais pas si ça se dit, mais en fait, il y a quelque chose dans vos tripes qui vous mène et qui vous dit qu'il faut faire ça. Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus fort qui était celui de la photographie. Très rapidement, tous les journalistes à Paris me demandaient mais quel rapport entre le management, entre l'entreprise et la photographie? Mais pour moi, il est d'une limpidité très claire. Je regarde grand angle, j'économise macro et microéconomie et je communique verbalement. Donc tout ça est très très lié. Et bien sûr, cette photographie m'a amenée à écrire des articles dans Géo, dans Reportage, etc., à faire des conférences. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que je suis un petit peu le modèle de l'identité et de l'ouverture de porte que voulait M. Tabatoni, et j'en suis très touchée. Et je vous assure que comme tout à l'heure le directeur de l'EDEC était ému quand il est rentré dans cette salle et que c'était M. Sayas qui avait soutenu participé à sa thèse, c'est un petit peu cette même émotion de retrouver ces salles. Alors, ce qui est important aussi, c'est
comment faire le lien entre nous tous là. On est quand même assez différents, et vous, parce que on est unis. Et dans cette photographie que j'ai toujours menée, je l'ai toujours travaillé sur ce que j'ai appelé le vivre ensemble, qui est devenu une phrase un peu bidon, hein, on va dire, sauf que pour moi, chaque lettre de ce vivre ensemble a une âme et une humanité, puisque j'ai passé 50 ans de ma vie à côtoyer des humanités. Donc, et on a parlé tout à l'heure de la question de l'international, et je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, madame, par rapport à ce management international. Monsieur Agile aussi en a dit un mot tout à l'heure. On ne peut pas rester seul dans son univers. Il est intéressant de pouvoir aussi se comparer et apprendre des autres. Alors j'ai rebondi sur mes vieux cours de latin. C'est comme ça que quand on a travaillé sur la complexité, je me suis dit, mais je voudrais bien voir l'origine du mot complexité. Et en fait, j'y ai trouvé quoi? J'y ai retrouvé le vivre ensemble, l'origine de faire ensemble. Et je crois que dans toutes les entreprises et tout ce dont on a entendu parler aujourd'hui, ce qui se relève, ce qui sort, c'est ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, Monsieur Sayas, vous avez dit tout à l'heure que c'était important de dire aux jeunes d'apprendre à écouter. Moi, j'ai envie de leur dire, puisque je suis photographe, de leur apprendre à regarder aussi. Parce que au sein de l'entreprise, et M. Agile le disait aussi tout à l'heure, au sein de l'entreprise, on apprend toujours de quelqu'un. Donc, ce côté de photographe, et je remercie vraiment Antonin, parce que c'était assez inattendu pour moi de me retrouver là en tant que photographe. Mais en même temps, ce sur quoi je voudrais qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on travaille, c'est qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes de demain. C'est ça qui me préoccupe. On a fait un petit peu nos armes, nous, en tout cas, on a un rôle de transmission. Donc, je vais me permettre de poser la question à chacun de nos intervenants. Je me permettrai d'y répondre également, et puis vous également, parce que je pense que vous avez une idée. Et nous allons devoir clore assez rapidement, parce qu'on a pris un petit peu de retard sur la table précédente. Et en tant que maîtresse des horloges, je vais devoir aussi peut-être vous demander d'être un peu plus court, et je me permets à chacun de vous de vous demander qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre aux jeunes. Ben moi, personnellement, ce que je dirais aux jeunes aujourd'hui, c'est de tout le monde est un peu tourné vers soi, à être enfermé dans finalement même par rapport à son téléphone, tout simplement, hein, de croire qu'on connaît tout et qu'on analyse tout via son téléphone. Moi, ce que je dis aux jeunes, mais notamment aux parents, c'est justement de leur apprendre à sortir déjà de chez eux, et de continuer à découvrir et tout simplement être curieux et finalement tester les choses, tester et découvrir, parce que on pense tout connaître aujourd'hui, on pense tout maîtriser, tout tester par malheureusement le téléphone. Et je pense que les parents ont un rôle aujourd'hui aussi, c'est de les tirer à découvrir, leur faire découvrir les choses et toucher les choses pour qu'il y ait des mesures d'impact derrière, en fait. Parce que sinon, malheureusement, on n'est plus dans la réalité, tout simplement, je pense. Merci, Caïs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes? On pourrait dire des choses simples, mais vraies. Après, pas parce qu'on le dit qu'on arrive à le faire nous-mêmes, mais on peut dire crois en tes rêves, donne-toi les moyens de réussir et sois convaincant. Merci. Moi, je pense qu'actuellement, les étudiants en médecine sont en général compétents et sérieux et dévoués. Et je pense que c'est plutôt le système qui est plus difficile pour certains d'entre eux, comme pour la population qui attend des rendez-vous très longtemps, qui a des problèmes pour faire des examens. Donc, en fait, les jeunes, je pense qu'il faut qu'ils aiment les patients, et puis espérer que parmi eux, peut-être il y aura quelques vocations politiques, que le système de santé sera remis en état. Parce qu'en France, il ne va pas bien du tout actuellement.
Vous connaissez comme moi les délais pour les rendez-vous, des scanners IRM, c'est là où c'est le pire, et les spécialistes, il faut des mois, enfin ça va pas ça. Je distribue Et donc, ma il faut carte. que ça change. Il faut que ça s'améliore. Mais les jeunes, dans l'ensemble, ils sont bien et je trouve qu'ils ont bon esprit et ils aiment leur métier. Moi, je n'ai pas d'autre chose à dire. Monsieur Agi. Oui, je crois, j'en ai parlé avec Maurice Ayas il n'y a pas longtemps, par conséquent, nous sommes un peu sur la même longueur d'onde là-dessus. Je crois que ce qui est important pour les jeunes, c'est d'apprendre à apprendre. Qu'on leur apprenne à apprendre. Et je crois qu'effectivement, versus la transmission de connaissances, qui est autre chose et qui se fait facilement. Ça, je crois que c'est la première chose. Une deuxième chose dont on a parlé, c'est d'être attentif aux autres, apprendre à s'intéresser aux autres, à écouter les autres. Je crois que c'est très important. Et puis, dernier point, dont il n'a pas été question, mais je l'introduis ici, quitte à surprendre certains, je crois que c'est important de rendre les jeunes sensibles à la loyauté et à l'honnêteté. Parce que la loyauté et l'honnêteté, ce sont des valeurs qui n'ont rien à voir avec celles qui consistent, si vous voulez, à s'arranger, à faire des trafics d'influence, d'autres choses. Je crois que notre pays est aujourd'hui très menacé par ce genre de choses. Je ne parle pas simplement au narcotrafic, mais voilà, la loyauté et l'honnêteté. Pour terminer. Alors, en tant que professeur, étant avec les étudiants au quotidien, je pense qu'il n'y a pas les jeunes. Il y a plusieurs catégories de jeunes et que nous devons nous adapter. Quand j'étais jeune, il y avait un prof qui disait « Ah oui, de mon temps, on venait le dimanche matin, on faisait la visite, etc. » Donc ça, c'est un truc qui m'avait exacerbé. Bon, moi, je viens tous les samedis matins, c'est sûr qu'ils ne viennent pas. Maintenant, c'est des semaines de 4 jours. Donc voilà, vous ne pouvez pas dire de mon temps, ça, c'est mauvais. Moi, j'arrive à 7h30, je finis à 20h30. C'est le mauvais exemple. C'est le mauvais exemple. Vous donnez. Même si vous dites que je suis très content de venir à 7h30 et de faire c'est le mauvais exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est moi, j'entends tous les conseils, tout ça. Je lis Harvard Business Review, même si je suis médecin, etc. Bon. Ben, dans la vraie vie, c'est pas simple. Ils ont des courants de pensée, donc oui, des promotions d'interne, ça c'est nul, là c'est machin, etc. Bon, c'est vachement dur. Je sais pas, vous avez tous des enfants, moi j'en ai 3. Donc je leur ai dit, vous pouvez tout faire sauf médecine. C'est quand même long, c'est machin. Bon, les 2 filles ont fait médecine. Après, elles m'ont dit, papa, t'es trop fort. Tu savais qu'on ferait l'inverse de ce que tu nous dirais. Donc, vous voyez, je me vois mal donner des conseils de qu'est-ce qu'on doit dire aux jeunes. Alors, ouais, bien sûr, j'essaie de les intéresser à mon métier. Je trouve que radiologue, c'est le meilleur métier du monde, etc. C'est génial. Mais c'est vraiment imprévisible. C'est vraiment imprévisible. Ils sont très égocentrés sur eux-mêmes. Ils regardent l'heure. Ils regardent combien ils sont payés. Pour eux, travailler, la vraie vie, c'est à côté. Voilà, donc, et c'est en fait en les responsabilisant. En voyant qu'ils sont utiles, qu'ils ont fait un beau diagnostic, les félicitant, etc., les rentrant dans le... Parce qu'on passe d'un monde étudiant à un monde de professionnel, etc. Et donc, nous, en médecine, on a un compagnonnage qui est très... je sais pas, dans les entreprises, vous disiez, il faut l'accompagner, etc. Mais nous, c'est très long, ce compagnonnage. C'est-à-dire que, justement, est-ce qu'ils sont dans l'entreprise, est-ce qu'ils ne sont pas dans l'entreprise, etc. Dans l'internat, et même l'externat, ils sont avec nous pendant plusieurs années, etc. Donc, on est exploité, on est machin, etc. Enfin, moi, il y a toujours ce sentiment de ne pas savoir très bien où on en est. Mais c'est très, très important, ce compagnonnage. Si vous avez un bon compagnon, vous dire, ah bah tiens, j'aime bien telle spécialité ou telle autre, etc. Donc, vous devez être le plus exemplaire possible, le plus humain, donner envie. Et puis, et je vois, moi, ma fille, elle me dit, non, moi, je fais médecine générale, comme ça, je pourrais tout faire, etc. La dernière, elle dit, ah bah, bon, je sais pas. Je lui dis, mais l'orthopédie, t'as bien aimé? Non, c'est pas bien. Le truc. Bon, ils ont des critères de choix qui sont, c'est pas facile. Alors, si je me remets à leur place, je me dis, moi aussi, c'est le hasard qui a fait que dans ma fac, il n'y avait que de la cardio. Et puis ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais fais aussi radio. À l'époque, on pouvait faire 2 spécialités. Et puis, ensuite, après, je vous raconte les histoires horribles, mais le prof de 46 ans qui était mon patron est mort, donc il y a une place. Donc on m'a dit, tu veux pas la place? Enfin voilà, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Bon, donc, et voilà. Et donc, je finis là-dessus. J'allais dire à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il faut pour être prof? Alors,
alors, un de mes anciens patrons, qui n'était pas mort à 46 ans, il me dit « Ah, Jean-Paul, il faut des diplômes. » Je dis « Bon, d'accord, en effet, il faut savoir. Il faut des publications. » Ah bon, d'accord, bon là déjà vous comprenez qu'il faut être dans une équipe qui publie. Si vous n'êtes pas dans une équipe qui publie, c'est difficile. Et après il met un blanc, alors moi j'avais un mot à la bouche, il faut de la ténacité. Voilà, parce que nous, c'est jamais sûr les postes, hein. C'est toujours très long, on ne peut pas vous dire que vous serez professeur dans tel... Enfin, vous le savez pratiquement au dernier moment, etc. Bon. Et après il faut, et là je dis de la chance, hein. Il me dit non, de l'opportunité, quoi. Voilà. Et je pense que, enfin, je sais pas si dans vos carrières, mais enfin, nous, ça résume assez bien, c'est toujours vrai, voilà, l'opportunité, on la crée pas, voilà, il faut savoir les saisir. Merci. Ok. En fait, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant 15 ans, je me suis occupée d'un festival de musique sacrée, Sacré du Monde, qui se passe au Maroc, à Fès. Et ce festival de musique sacrée a une orientation culturelle très forte. Et j'avais envie aussi de parler un petit peu de culture et ça a été relevé tout à l'heure. Et la culture, ce n'est pas uniquement lire des bouquins, écouter de la musique, et en fait, c'est surtout partager aussi. Dans ce festival de musique sacrée qui se déroule à Fès, j'avais la fonction d'attaché de presse et communication. Donc j'organisais les conférences de presse au Sénat, etc. Et il y avait un impact très politique dans ce festival qui avait pour vocation de rassembler les 3 religions du livre autour de la musique, dans le sacré, qui n'est pas le religieux, je précise, et qui est plutôt dans la spiritualité. Alors, ce festival, peut-être vous en avez entendu parler ou pas, je m'en occupe plus depuis le Covid, malheureusement. C'était incroyable de remarquer le nombre de jeunes qu'il y avait présents. Et pourtant, on développait une musique du sacré qui sont parfois des musiques anciennes d'Ouzbékistan ou simplement corse ou italiennes. Alors, qu'est-ce qui m'a fait dire que ces jeunes, je me disais, mais pourquoi ils sont là? Et en fait, il y avait quelque chose qui les attirait, puisque je les interviewais en bonne journaliste, hein. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce qui les avait attirés. Et en fait, ils nous disaient, mais on est tous ensemble autour de la culture. Mais je pense que M. Agide a bien ressenti sûrement ça longtemps à l'opéra, parce que dès qu'on est dans la culture, que ce soit la musique ou tout autre vecteur culturel, il y a quelque chose qui nous unit. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le vivre ensemble, je le défends, mais au-delà du simple mot. Et donc c'est un petit peu ça que j'aimerais que je partage avec les étudiants. Je suis actuellement moi-même étudiante à la Sorbonne, où je prépare un doctorat en anthropologie visuelle. Donc c'est important aussi de savoir que finalement, on a envie de changer de casquette d'un moment à l'autre. C'est possible, tout est possible, c'est ça les jeunes, tout est possible. Alors ce doctorat que je prépare, si je vous dis anthropologie visuelle, ça veut rien dire profondément. Mais il y a une thématique dans la thèse qui est préparée, qui va se faire. Bon, ça dure 3 ans, hein, mais je ne suis pas pressée, j'ai le temps. Mon papa est encore vivant, il a 102 ans, alors bon. Donc, sur cette thèse, je l'ai intitulée « Réenchanter le monde ». Il y a d'autres terminologies derrière. Donc, c'est un peu ces messages-là que je voudrais qu'on puisse passer ensemble. Et c'est pour ça que la complexité, quand j'ai trouvé que le mot latin, c'était, dans son ancienne signification, c'était de faire les choses ensemble, mais finalement... je me suis dit, mais avec M. Bérégy, on en a reparlé, mais on s'est dit, mais finalement c'est génial, ce mot complexité dont on ne savait pas qu'il allait nous mener vers cet univers-là, voilà. Donc maintenant, je dis une différence entre compliqué et complexe. Et compliqué et complexe, bien sûr. Attention. Oui, absolument, parce que c'est vraiment la traduction de complexité. Alors on serait peut-être heureux, bien sûr, de pouvoir vous entendre et d'avoir quelques questions dans le public ou remarques. J'en ai une qui m'est venue par votre introduction, madame, quand vous avez dit on va parler de notre thématique, l'associatif, et vous avez dit on va mettre l'économie de côté.
Alors, c'est au-delà du trait d'humour. Pour moi, oikos nomos, les lois de la maison concernent aussi l'associatif, justement. Et ensuite, je reviens sur les propos de Monsieur Agile, que je partage. Vous avez dit, quelle que soit la structure, grosso modo, on a des hommes en face, finalement, et on a des individus. Oui, et pour autant, moi qui suis dans le privé et aussi qui suis DG d'une association, ma vision, c'est que dans l'associatif, on a des bénévoles, vous l'avez dit, 90% de bénévoles, qui sont des personnes qui sont motivées intrinsèquement parce qu'ils mettent du sens dans ce qu'ils font. Pour autant, ils n'ont pas forcément une activité qui est toujours très sociétalement valorisée. Alors que dans le privé, on a quand même un salarié sur 2 aujourd'hui en France qui dit que le travail est une souffrance. On se bat tous encore, enfin tous, non je généralise pas, mais beaucoup d'entre nous se battent pour un CDI. Et quand même, un CDI bien payé, c'est quand même sociétalement, pour beaucoup, un peu plus valorisé que l'associatif. Et on fait les deux, en tout cas, c'est ce que je ressens. Du coup, ça m'amène à une question, parce que moi, j'ai vu dans notre association qui a ouvert il y a 2 mois, en 2 mois, même pas 2 mois, on a eu 800 adhérents, plus de 160 bénévoles, propositions de bénévoles. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est des gens qui sont dans le privé, qui veulent donner du temps, quitte à donner du part-time, qui veulent donner du mécénat de compétences. Et du coup, j'en viens à ma question pour vous tous. Est-ce que l'associatif, c'est pas finalement le modèle clé du futur du travail ? Voilà, bravo. Merci, madame. On ne se connaît pas, mais je l'épouse tout de suite. Merci. Mais non, c'est vrai. Non, je pense que c'est ce qui donne du sens aujourd'hui. C'est-à-dire que, je ne sais pas, quelqu'un l'a dit, je n'étais pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il y a quand même un clivage qui persiste entre public et privé. C'est-à-dire au public, des fonctionnaires, un peu se passer. Enfin voilà, donc moi je pousse le public. J'ai un esprit entrepreneurial, je pense que vous l'avez compris, mais c'est pas facile parce que voilà, on est là pour administrer et non pas pour innover, et rentrer l'innovation. C'est pas si facile que ça. Et de l'autre côté, c'est l'entreprise. Je veux gagner de l'argent, je veux, etc. Bon, très bien. Voilà, et trouver du sens, c'est pas facile. Je trouve que finalement, l'associatif est un bon moyen parce qu'on est d'accord ou pas avec les valeurs de l'association. Et c'est pourquoi il y a autant d'associations en France. Voilà. Non, c'était pas concerté. Oui, merci beaucoup parce que vraiment, c'est un point essentiel sur l'avenir du management. Parce que peut-être ne devrions, comme vous l'avez dit, faire rentrer de l'associatif, au moins l'esprit associatif dans l'entreprise. Je pense qu'on aurait moins de problèmes en gestion des ressources humaines. Je pense qu'on a, si je peux. Oui, bien sûr. Je pense qu'on a entendu déjà plus tôt sur la grande scène que des jeunes générations, et je le vois tous les jours quand j'enseigne, qu'ils sont plus prêts à travailler pour des entreprises où les valeurs, ou le purpose, la mission ne correspond pas à ce qu'eux, ils veulent. Et évidemment, là, je parle aussi des jeunes privilégiés qui sortent de l'EDEC, donc ils ont le choix. Donc, mais je pense que c'est quelque chose que les entreprises ne peuvent pas ignorer. Et toutes les entreprises avec lesquelles je travaille, on travaille clairement sur c'est quoi la vision, c'est quoi la mission, le triple P, donc People, Planet, Profit. Il y a les 3 P qui sont presque partout. Pourquoi ? Parce que sinon, il n'attire plus le talent. Donc, je pense qu'entre les NGOs et les entreprises, on peut l'apprendre l'un de l'autre. Et c'est là aussi où je vois combien des jeunes, je viens de passer 3 jours d'Euro, donc de l'admission, me parlent de l'entrepreneuriat. Parce que là, ça c'est impossible si c'est vraiment, ils ont une mission, parce qu'on ne survit pas en entrepreneuriat si c'est pour l'argent. Il n'en a pas des entreprises qui ont du succès parce que le founder a pensé de faire le maximum de fric. Ça, c'est un side effect qui est positif, mais qui aussi dans une NGO, même si c'est pas l'idée d'une NGO, c'est aussi de créer de la valeur, juste de financièrement réinvestir tout de suite. Donc pour moi, la différenciation en termes du management et de ce qui se passe dans les deux devrait être beaucoup moins importante qu'elle est ressentie. Et pour moi, la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour
que les uns apprennent des autres et ça va en fait dans les deux sens. Donc peut-être ça c'est la question s'il nous reste du temps. C'est ça, exactement, ce serait une ouverture, oui, monsieur. Je pense que, je pense que le management entre une entreprise privée et le management d'une association de 1901, il y a d'abord un point commun qu'il n'est peut-être pas bon de dire, mais qu'il faut dire quand même, c'est le contrôle des coûts. Dans une entreprise privée, le contrôle des coûts, ça va de soi, parce que si les coûts ne sont pas contrôlés, le risque de dérapage devient mortel pour l'entreprise, mais c'est peut-être moins évident dans une association de 1901, mais c'est quand même très important aussi. Bon. Donc ça, je pense que c'est un point commun entre les deux. Maintenant, moi j'ai eu l'occasion d'être trésorier de plusieurs associations de 1901, et je pense que le modèle de gouvernance qui résulte de l'association de 1901, je dis ce que je pense, ne me paraît pas bon. Ne me paraît pas bon parce que l'association de loi 1901 donne des pouvoirs considérables à son directeur et le contrôle qui peut être fait interne ou externe est extrêmement difficile. Donc moi j'ai vu des situations extrêmement pénibles dans des associations de 1901, à la fois pour des salariés CDI et pour des bénévoles. Donc je suis très perplexe sur ce modèle de management. Après, pour rebondir un petit peu, je pense enfin, bien sûr, vous avez raison, il y a sûrement des malversations dans les associations, comme il y en a dans les sociétés, comme il y en a dans le public, etc. Après, là, ce que je relate, c'est une organisation différente sur une EHPAD, en Bretagne, qui m'a été... j'étais dans un petit groupe de travail, et ils se sont organisés comme une ville. C'est-à-dire que le directeur et c'était une femme, la maire d'un village, et changeaient l'organisation, le fonctionnement avec son premier adjoint, c'était le cuisinier, le deuxième adjoint, un aide-soignant, le troisième adjoint, un médecin, etc. Enfin voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, quelle que soit la structure où vous êtes, que ce soit public, privé, donc tout ça contre l'ARS, etc., enfin, ça a été très compliqué, 10 ans de souffrance, mais elle a fait 2 pages dans le Courrier international, elle a fait dans 1 page dans Le Monde, etc., donc vraiment félicitations à cette dame que je ne connaissais pas avant, elle s'est battue pour ça. Je pense qu'il faut peut-être aussi dissocier le management, quel que soit le statut de la société, de l'association, lucratif, etc., donc il peut être organisé différemment, et le statut même de l'entreprise dans laquelle on est, etc. Donc peut-être il y a aussi une petite chose à voir, parce que toute association, enfin, il y a différents modes de management. Moi je suis d'accord, il y a façon de travailler dans les associations. Donc ça aussi, ça complexifie les choses. On n'a pas parlé des coopératives, enfin des sociétés coopératives, vous ne prenez plus ça, c'est plus à la mode ça? Ça a été hyper à la mode en région quand la gauche était au pouvoir. Clairement, c'était prôné. C'est vrai, c'est plus Mais là, aujourd'hui, c'est plus prôné. Et notamment, on s'est heurté à un système, c'est que les coopératives, quand on veut lever des fonds, quand on parle à des fonds d'investissement en face qui veulent tirer profit de leur investissement, le partage des ressources, c'est pas forcément leur thèse d'investissement en fait. Donc les coopératives dans le monde de l'innovation, c'est particulier. Il y a un sujet qui est plutôt très intéressant et qui est en train d'être travaillé par contre, c'est comment on transmet son entreprise à ses salariés. Ça, c'est un vrai sujet. En disant, j'ai fini de vivre ma vie entrepreneuriale et prendre un chèque de 2 millions, ça ne m'intéresse pas forcément parce que j'ai eu une réussite. Et je veux surtout que le fruit de mon investissement depuis ces 20-30 dernières années continue. Et je cède mon entreprise à mes salariés. Ça, c'est un super thème. Moi, je voudrais témoigner. On est 3 dans la salle à être à notre compte, à entrepreneurs. On accompagne les organisations sur les enjeux écologiques. Et on travaille ensemble, enfin, on faisait des choses bénévoles ensemble. Et on était portés par les mêmes sujets. Et on a décidé de s'associer ensemble et de créer une association. Et en fait, on est tous co-directeurs, directrices. Et en fait, on travaille ensemble. Et nous, on croit beaucoup que ce modèle, ça va être des choses qui vont évoluer comme ça dans l'avenir. En fait, on va mutualiser nos compétences, d'être complémentaires et de vouloir travailler ensemble sur des choses qui nous parlent. Et justement, le modèle coopératif, nous, on pense beaucoup que ça va être plus l'avenir.
il n'y a pas un chemin. En fait, il y a tellement d'activités d'entreprise qui répondent à tellement d'enjeux de développement qu'en fait, il y a plusieurs chemins. Il y aura des entreprises comme la vôtre qui seront effectivement des modèles d'agrégation de compétences et de complémentarité qui sont super pertinents. Il y a des modèles sociaux et sociétaux qui sont aussi potentiellement dépendants de subventions. Et après, il y a des modèles technologiques où, pour le coup, là, on est sur des sujets qui sont avec des intensités capitalistiques fortes, qui nécessitent des années de R&D parfois, et donc du coup, des gens qui puissent mettre la main au pot au début. Enfin, bon. Mais il y a des modèles qui permettent, genre Team for the Planet par exemple, qui permettent d'avoir des modèles industriels de passage à l'échelle, etc. Je connais très bien, moi j'en suis. Mais le truc, c'est que pour prendre l'exemple d'une boîte dans laquelle Team for the Planet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement national dans lequel beaucoup de personnes ou de donateurs ont investi, et ça fait un fonds de dotation dans lequel on doit investir dans des startups plutôt du domaine de la protection de l'environnement qui n'auraient pas pu se développer sans un investissement massif, parce que intensité capitalistique très forte. Pour prendre l'exemple d'une boîte qui est Aix-en-Provence, qui s'appelle Entente, qui valorise la chaleur en électricité, les bas chaleurs en électricité, ça demande beaucoup effectivement de recherche avant de pouvoir avoir un moteur qui puisse tourner. Donc Team for the Planet a décidé d'intervenir et de mettre 2 millions. Aujourd'hui, ça a été le premier tour de table, donc c'est cool, c'est bien, c'est le premier tour de table, tout va bien. Là, l'idée, c'est de passer au modèle industriel, donc du coup, c'est plus de lever 5 ou 10 millions. Et en fait, quand les fonds d'investissement, parce que Team for the Planet, l'objectif aussi, c'est que ce soit en open innovation, c'est-à-dire que ce que l'on développe, on le donne à la communauté. Ben, ça, quand même, ça pose un problème pour d'autres investisseurs qui disent que j'investis en partie parce qu'il y a des brevets, que ces brevets garantissent que je suis à peu près le seul utilisateur. Donc, quand je vais mettre ma technologie sur le marché, je vais être le premier à pouvoir faire du chiffre d'affaires sur ces sujets-là. Donc, j'adore, je suis dedans. Mais dans la vraie vie, face à des fonds d'investissement, ça s'entrechoque. Je suis désolé, par contre, les moyens on va boire un coup, on va en parler. Prenez d'un boire, c'est ça. Merci en tout cas, merci beaucoup.